Bonjour Loïc Bérozet, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc le directeur général d'Indra, recyclage auto, une histoire qui commence en 1985. C'est ça, une époque où le mot économie circulaire n'était même pas dans le vocabulaire. Exact. Et en 1985, une personne qui s'appelle Manu Munoz, en fait, rassemble autour de lui à Lyon, qui est le siège de la société, six démolisseurs, je crois, enfin, 6 casseurs, pour leur dire on va arrêter de faire n'importe quoi et on va essayer de travailler de manière intelligente. Donc il a eu une vraie vision sur les choses et il a fait évoluer sa société jusqu'en 2008, date à laquelle il a cédé sa société à 2 actionnaires, que sont Suez et Renault, à 50-50, ils sont à parité. Et moi, je suis arrivé en septembre 2010 dans cette société, une société qui n'allait pas très bien, pour diverses raisons. Et donc, derrière, on a modifié la société, on a modifié son business model, et aujourd'hui, ma foi, elle vit plutôt bien. Bah oui, elle vit plutôt bien. Elle avance. Chiffre d'affaires 2021, 62 millions d'euros. Et puis depuis 2021, ce centre de formation Oreca dont on va parler, ça représente quand même plus de 600 000 véhicules hors d'usage traités lors de cette année 2021. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une voiture, pratiquement tout se recycle? Alors, dans une voiture, théoriquement, on peut atteindre 100% de recyclage sur une voiture. Ça a été fait dans un de nos centres. Simplement, économiquement, c'est pas viable. Donc aujourd'hui, vous avez une directive européenne qui impose 95% de taux de recyclabilité de la masse du véhicule. Donc sur une voiture d'1 tonne, c'est 50 kg de déchets. C'est tenable, ça? C'est atteint. C'est atteint dans l'équilibre économique de la filière. Ça, c'est la directive européenne. La France fait 94,8, au dire de l'ADEME. Notre réseau fait 95,6, on est un peu supérieur. Donc ça fonctionne. Alors bien évidemment, plus vous cherchez à aller loin dans le tri de la voiture, plus ça coûte cher. Ce qui est vrai en France n'est pas forcément vrai à l'étranger, à cause du coût du travail. Bien sûr, évidemment. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des parties qui se recyclent facilement, d'autres pour lesquelles c'est plus compliqué et coûteux, c'est ça, quoi? Oui, il y a une partie qui se recycle facilement, c'est l'acier. Vous avez 75% d'acier dans une voiture, donc ça, c'est très facile à recycler. Après, derrière, ce qui est de plus compliqué, c'est tous les plastiques. Là, c'est un tout petit peu plus difficile parce que souvent les plastiques sont amalgamés. Il y a différents plastiques, il y a des plastiques qui ont plus ou moins de valeur et ils sont malheureusement parfois amalgamés avec d'autres et donc il faut pouvoir les séparer et toute la recherche et le développement souvent portent là-dessus pour pouvoir... Le sujet est que pour rendre quelque chose d'économiquement viable, c'est de trier au maximum et de séparer au maximum les matières pour pouvoir les rendre économiquement viables. Cette année, c'est vraiment l'année de l'entrée en fonction de la loi AGEC anti-gaspillage pour une économie circulaire. Ça change quoi pour vous? C'est un accélérateur? Vous vous dites finalement ça va obliger les autres à suivre ce que nous on fait depuis des décennies? Comment vous réagissez à ça? Moi, je pense que c'est un accélérateur. Je pense peut-être pas comme tout le monde, mais je pense que c'est un accélérateur. Les lois poussent les choses souvent. Donc, aujourd'hui, la loi AGEC suit... Il y a eu 12 points, on ne va pas citer les 12 points qui sont des points techniques, mais elle suit 2 objectifs. Le premier objectif, c'est la promotion de l'économie circulaire. Et le deuxième objectif, c'est la lutte contre la filière sauvage. En France, il y a une filière sauvage, comme en Europe d'ailleurs. La France n'est pas un cas atypique dans ce domaine. Mais la France est à la tête, dans sa filière sauvage, de 300 000 voitures. Donc c'est quand même beaucoup. Et donc le sujet de la loi AGEC, c'est ça. Et c'est d'imposer, vous savez, je ne sais pas si vous le savez, mais aujourd'hui les constructeurs sont en face d'une REP, une responsabilité élargie aux producteurs. Ils ont donc la responsabilité de la fabrication jusqu'à la destruction du véhicule. Et dans le cadre de cette REP, ils vont être obligés, dans le cadre de la loi AGEC qui vient enrichir la REP, ils vont être obligés de communiquer auprès des particuliers sur la fin de vie de leur voiture pour éviter que... En fait, la filière sauvage naît de la méconnaissance qu'ont les particuliers, de la naïveté des particuliers sur le fait qu'ils se débarrassent d'une voiture pas forcément proprement. C'est assez simple, en fait. Vous avez parfois en ville des petites affichettes qui sont épavistes, 06. Ça, c'est la filière sauvage. D'accord. Et donc les gens, naïvement, appellent ces gens-là. Ils ont un souci, ils appellent ces gens-là. Et bien évidemment, ces gens-là viennent chercher la voiture. La difficulté, c'est que vous détruisez une voiture physiquement,
mais il faut aussi la détruire administrativement. Donc il faut détruire la carte grise. Et ça, la filière sauvage ne le fait pas. Ce qui fait que parfois, il peut y avoir des surprises. Voilà, c'est ça. On en profite pour faire un peu de mise en garde. Je voudrais qu'on parle alors, parmi vos partenaires, il y a les constructeurs auto. Oui. Évidemment, il y a les assureurs aussi. Quelle est la part des pièces de réemploi sur le marché de la réparation auto? Parce que finalement, l'un des objectifs de votre filière, c'est le réemploi de certaines des pièces. Hein. C'est quand même hyper important. Moi, je n'ai pas le chiffre, je ne me rends pas compte. C'est quelques pourcents aujourd'hui? Pour faire simple, on va un peu parler de... Alors, en 2017, le poids de la pièce de réemploi sur l'ensemble des pièces revendues en France, l'ensemble des pièces en France, c'est à peu près 14 milliards d'euros par an. La pièce de réemploi pesait 3%. 2%, pardon. 2017. 2017, 2%. Ouais. Elle est aujourd'hui, pour les optimistes, à 4. Ouais. Moi, je suis plus prudent, je dirais qu'elle est à 3,5. Okay. Donc elle a grimpé. Donc c'est bien. Oui, ça pousse. Mais on est encore très loin d'une utilisation. On est encore très loin de. Donc la pièce de réemploi en millions d'euros, c'est aujourd'hui 500 millions d'euros. Ouais. À peu près. Quels sont les freins? 300. Ouais. C'est quoi les freins? Les freins comportement. La plupart des gens, les gens sont toujours un peu prudents. Un frein psychologique, quoi. Oui, ne veulent pas forcément aller dans les casses. Les casseurs automobiles. Qu'est-ce que c'est, Max et les ferrailleurs? C'est un peu ça. Oui, les clichés, on la vie dure. Il y a les clichés, donc les clichés sont tenaces. Donc, ceci évolue de manière extrêmement importante depuis 10 ans. Les démolisseurs ne sont pas du tout ce qu'ils étaient il y a 10 ans. Ils ont été obligés de faire beaucoup de choses. D'abord de s'organiser au niveau informatique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la pièce de réemploi est poussée par le net, en fait, par Google, enfin par toutes les plateformes net, les plateformes de vente de pièces. Et c'est ce qui fait que derrière, elle commence à prendre de l'ampleur. Les gens n'ont pas besoin d'aller dans une casse pour acheter une pièce. Donc voilà, c'est assez simple, mais c'est souvent comportemental. Le deuxième élément qui pousse la pièce, c'est les assureurs. Les assureurs veulent baisser le prix de réparation des voitures. Or, les pièces de réemploi ont la particularité de coûter en moyenne 50% moins cher que les pièces neuves. Les pièces neuves sont assez chères, on en parle suffisamment. Donc les assureurs poussent à ça. Ça suppose bien évidemment de répondre à des cahiers des charges très précis que sont... la vitesse à laquelle vous livrez une pièce, la qualité de la pièce, etc. Et être sûr qu'elle monte sur la voiture qu'on va réparer. Évidemment, oui. Vous avez créé un centre de formation au métier du recyclage auto. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de changer, parce que vous n'étiez pas satisfait finalement de ce qui existait? D'abord, il y a plusieurs choses. D'abord, on a créé ce centre de formation parce qu'on est à la tête d'un réseau de 380 démolisseurs en France. Le vecteur qui permet de faire naître une culture de réseau, c'est la formation. On partage un certain nombre d'éléments, notamment des éléments de process, des éléments de démontage. La formation est assez variée. Il y a notamment des formations qui portent sur les risques incendies dans les casses. Avec les batteries électriques, il faut faire un peu attention. Donc, vous avez des formations qui portent sur le digital, vous avez des formations qui portent sur la gestion, vous avez des formations qui portent sur l'évolution de la loi, la façon dont il faut l'interpréter, etc. Donc, on a effectivement toute une panoplie de formations qui sont absolument nécessaires pour les démolisseurs qui ont besoin de se projeter un petit peu vers l'avant à travers la formation de leurs équipes, tout simplement, qui n'ont pas forcément la notion du danger qu'il peut y avoir à démonter une voiture. Il faut faire attention. Oui, donc, et à se projeter aussi, vous l'avez évoqué, mais dans la mutation du secteur automobile, c'est-à-dire que vous allez voir arriver des véhicules électriques, ou ça arrive déjà peut-être, et donc c'est pas exactement les mêmes réflexes et la même filière qui va se mettre en place? Alors, la voiture électrique est un des éléments de la formation important. On ne forme pas que notre réseau, on a formé aussi la police et les pompiers. Donc, alors pourquoi? Parce que nous sommes très en pointe sur des sujets que sont la batterie électrique qui est comment dire, incarcérée dans une voiture accidentée. Donc il faut savoir mettre en sécurité la voiture. Une batterie c'est 400 volts, donc il faut faire attention. Vous êtes dans un univers d'acier, donc ça conduit. Et les batteries ont la particularité parfois de pouvoir prendre feu. Donc il faut faire un peu attention. C'est pas plus dangereux qu'une voiture thermique.
Simplement, la véhicule thermique, on vit depuis 100 ans avec, donc on a pris l'habitude d'avoir des réflexes. Les batteries électriques, c'est un peu nouveau. Donc on les forme là-dessus pour leur dire, attention, mettez en sécurité la voiture avant d'intervenir sur la voiture. Et la batterie électrique les voitures électriques vont effectivement changer un peu les choses, pas tout de suite. Aujourd'hui, vous avez à peu près 2 à 3% de voitures sur le parc roulant, c'est-à-dire à peu près 1,2 million, 1,3 million voitures qui roulent sur un parc roulant de 38 millions. Donc on a encore un peu le temps. Oui. Mais néanmoins, elle va impacter effectivement d'ici une dizaine d'années ou d'ici une douzaine d'années, sur le commerce propre, puisque un véhicule électrique a un moteur qui est pratiquement inusable. Et oui. Il n'y a pas de boîte de vitesse. Donc il y a moins de pièces. Mais il y a les pièces de carrosserie. Il y a la batterie. Et il y aura encore du travail et il y aura les batteries. Merci beaucoup. Merci Loïc Berrosé. À bientôt sur Bismart. On passe à notre débat. On va parler de la filière du vrac.